La communauté d'affaires du Québec est forte, diversifiée et innovante. Les entreprises de toute taille et de toutes les régions sont le moteur de notre économie québécoise. Nous savons combien la gestion d'une entreprise est un travail difficile. Si vous êtes en affaires, vous connaissez certainement les obstacles mieux que quiconque. Vous savez également ce dont vous avez besoin pour réussir et ce dont votre industrie et votre communauté ont besoin pour que l'économie du Québec reste saine et forte. N'aimeriez-vous pas pouvoir parfois vous adresser au gouvernement et influencer les décisions qui touchent votre région, votre entreprise et votre gagne-pain? Maintenant, vous le pouvez. L'Observatoire FCCQ est la combinaison d'une technologie de pointe et de la force de notre réseau d'affaires pour donner plus de poids à votre voix. Il vous donne la possibilité de faire part de votre réalité et d'envoyer vos meilleures idées au gouvernement. L'Observatoire FCCQ a été créé en collaboration avec le Réseau des chambres de commerce du Québec pour savoir ce que vous pensez. Notre travail commence par l'écoute de nos membres dans chaque région du Québec en posant les bonnes questions sur les enjeux qui vous touchent. Le réseau fait la force avec l'Observatoire FCCQ, un outil qui permettra d'influencer l'environnement d'affaires au Québec en fournissant rapidement des données fiables par secteur d'activité et par région à nos partenaires et au gouvernement. Nous vous communiquerons des informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise, dans votre secteur et votre communauté. L'Observatoire FCCQ met de l'avant les questions qui vous tiennent à cœur. Il est temps de faire valoir votre voix. Inscrivez-vous à l'Observatoire FCCQ dès maintenant. Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Charles Milliard, je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire donc, de la tournée En mouvement pour la relance socio-économique à Montréal, région incontournable, s'il en est une, évidemment, dans l'histoire, le développement, mais aussi la relance donc, du Québec dans la situation assez épouvantable dans laquelle on se retrouve en ce moment. Nous en sommes déjà à notre huitième arrêt de notre tournée virtuelle québécoise. Alors, je profite de l'occasion pour saluer mon partenaire de la tournée, donc le président-chef de la direction du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. Merci beaucoup d'être avec nous, Guy. Je vous présente rapidement aussi les gens qui composent notre Zoom ce midi. Donc, évidemment, M. François Gagnon, qui est chroniqueur économique au réseau Cogeco et qui animera une courte discussion à la fin avec nos participants, donc, les entrepreneurs de la région de Montréal. Donc, premièrement, la famille Dililo qui sont présents avec nous, Maria, Mario et Raphaël de Dililo Construction, et M. Robert Sibthorpe, fondateur et président donc, de Lovepack, qui nous rejoint donc de son usine au Mexique aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Et évidemment, donc, le dernier, non le moindre, M. Michel Leblanc, président, chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup, Michel, de nous accueillir là, à titre de chambre ambassadrice, donc, lors de notre passage à Montréal. Je salue aussi les autres chambres collaboratrices donc, pour l'événement d'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, de Saint-Laurent-Ville-Mont-Royal et du Sud-Ouest de Montréal. Alors, encore une fois, Michel, merci beaucoup, évidemment. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain joue et a joué dans les derniers mois un rôle central dans, le rôle de porte-parole pour faire entendre la communauté d'affaires au cours des derniers mois. Je profite de l'occasion d'ailleurs aussi pour saluer l'initiative, le mouvement Relançons Montréal, qui est une initiative fantastique de la Chambre pour justement discuter de tous les secteurs d'activité dans le cadre de la crise actuelle. Alors, je sais que tu es en ce moment, aujourd'hui même, dans un de ces forums-là. Alors, je profite de l'occasion pour te remercier d'être avec nous. Rapidement, vous le savez, l'objectif de notre tournée, c'est de parler de la relance dans une forme la plus locale possible. Donc, vous allez voir que M. Cormier ou Guy, avec le concours des économistes de Desjardins, va vous présenter des données très régionalisées sur la situation dans la métropole. Et je vous reviendrai par la suite avec les résultats de notre outil de prise de pouls qu'on appelle l'Observatoire FCCQ
et je vous mentionnerai donc quelle est l'appréciation que vous avez finalement de la situation actuelle comme entrepreneur. Et par la suite, François conduira les échanges donc avec nos invités. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Michel et je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes plus de 400, vous êtes inscrits, alors c'est extrêmement porteur pour nous et merci d'être avec nous. Michel. Merci Charles. Bonjour à tout le monde. Bonjour Guy, un plaisir. Bonjour à la famille Dililo. Merci aussi à M. Sibthorpe. On a tous envie un petit peu d'être au Mexique ces temps-ci, donc je comprends que vous êtes là pour votre usine, mais j'espère que vous profitez du soleil. Merci aussi à M. Gagnon pour l'animation qui s'en vient. Quelques mots sur Montréal. J'imagine qu'il y a des gens de partout au Québec. D'abord, je tiens à féliciter. Je trouve que c'est très important qu'on ait cette tournée pan-québécoise et qu'on se parle de toutes les régions. Bravo à la Fédération et bravo au Mouvement Desjardins. Montréal, la région métropolitaine, c'est une situation particulière. D'abord, c'est une région et la ville elle-même qui allait très bien avant la pandémie. Le Québec allait bien. Mais je vous dirais, après des décennies où Montréal ne pouvait pas jouer son rôle de locomotive économique, puis ça comparait mal aux grandes métropoles du reste du pays et de l'Amérique du Nord, on avait retrouvé un air d'aller, un momentum exceptionnel. Et arrive cette pandémie qui nous frappe tous, partout au Québec, qui frappe à Montréal, qui frappe fort ici parce que ça arrête un mouvement, ça arrête un élan. Et aussi, rappelons-nous-le, au printemps dernier, c'est ici, notamment dans nos résidences pour personnes âgées, dans nos CHSLD, c'est ici que la pandémie a frappé le plus fort. Et donc, quand on a reparti là, à la fin du printemps, l'économie un peu partout, Montréal repartait toujours avec quelques semaines de retard. Ça nous a amené au courant de l'été à se dire, cette relance, on va vouloir la réussir, il faut se préparer. Et il y avait des signes encourageants. Au courant de l'été, l'économie du Québec a repris de la vigueur et dans la région de Montréal, au mois d'août, on avait retrouvé à peu près 96-97 des emplois pré-pandémiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'économie était robuste, les fondamentaux étaient solides. Évidemment, il y a des secteurs qui demeuraient et qui demeurent extrêmement touchés. Tout ce qui touche le tourisme, tout ce qui touche l'aéronautique, le transport aérien, la culture, les lieux de diffusion sont extrêmement touchés. Je dirais, pour ceux qui nous écoutent des régions, peut-être que votre industrie touristique souffre, mais vous avez eu des Montréalais qui vous ont visité, puis ça a été sûrement agréable financièrement. Ici, malheureusement, on a eu moins de gens qui sont venus et donc l'écosystème demeure très touché, particulièrement au centre-ville. Et j'ai hâte de voir tout à l'heure les données que Guy va présenter, les données compilées par le Mouvement Desjardins, ainsi que les données de l'Observatoire, tout simplement parce que plus on va avoir d'intelligence sur les enjeux, sur les difficultés, mieux on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Je terminerai en disant, on a mis sur pied ce mouvement Relançons Montréal. C'est un petit clin d'œil peut-être que les créatifs ont lieu au Mouvement Desjardins. Mais l'idée, c'était vraiment de créer une mobilisation large. Et à travers ce mouvement, on se penche sur 11 secteurs, 11 forums, 11 plans d'action. Aujourd'hui, c'était sur les industries culturelles et créatives. Ça a lieu en ce moment. J'ai pris une petite minute de me retirer. Mais c'est simplement pour dire que tous ensemble, dans la région métropolitaine et à travers le Québec, si on a la bonne analyse de la situation, on va pouvoir identifier les bonnes actions, accorder la bonne priorité à ce qu'on doit faire en premier. Et moi, je suis convaincu qu'autant pour la région métropolitaine que pour tout le Québec, on va avoir une économie en pleine santé dans un an et demi. Sur ce, Guy, avec beaucoup de curiosité, je te cède la parole. Écoutez, merci beaucoup, Michel, pour cette belle introduction. Très content d'être avec vous, tout le monde. Vous comprendrez que par souci de temps, là, considérez que vous soyez dignitaire, représentant d'une chambre de commerce de la grande région de Montréal, tous les présentateurs, à toi, Charles, à toi, Michel, considérez-vous tous officiellement salués. Écoutez, au début de l'automne, effectivement, on a au Mouvement Desjardins, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, pris cette initiative-là de lancer une tournée virtuelle à travers plusieurs régions du Québec pour aller au-devant et pas seulement voir l'état de chacune des régions, mais aussi parler de relance économique, comme vient de le dire Michel et Charles. Puis on avait le goût de faire la même chose pour Montréal, même si on est tous conscients que la dynamique n'est pas la même que peut-être à travers d'autres régions du Québec. La première chose que j'ai le goût de vous dire, là, c'est moi, je m'ennuie de Montréal actuellement.
Je m'ennuie de notre centre-ville, je m'ennuie d'être dans une foule, je m'ennuie de voir un spectacle, je m'ennuie d'aller au restaurant, je m'ennuie des Canadiens, big time, excusez-moi le terme, là, d'un bon match de hockey au Centre Bell. Et je suis convaincu pour parler de plus en plus à des personnes que je ne suis pas tout seul à m'ennuyer de Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui ont le goût d'être à Montréal. Puis si je vous dis ça pour commencer, c'est parce que ça me met dans une très bonne prédisposition que je suis convaincu que Montréal va rebondir. Parce que Montréal, c'est une ville qui est aimée. Montréal, c'est une ville qui est créative. Et ça ne prendra pas grand temps pour avoir une dynamique extrêmement stimulante à Montréal. Notre Montréal, vous le savez, c'est l'une des grandes métropoles en Amérique du Nord. Et c'est probablement l'une de celles qui va être capable de se relever très rapidement, j'en suis profondément convaincu. Parce que Montréal, c'est une ville de taille humaine. Puis c'est une ville qui est reconnue à travers le monde entier. Il va y avoir du monde qui va vouloir revenir à Montréal. Ça, je suis profondément convaincu de ça. Mais en même temps, il faut supporter Montréal. Et les chiffres, là, ont de quoi faire sursauter. Effectivement, nos économistes ont fait des analyses extrêmement précises sur l'ensemble des régions du Québec, incluant Montréal. Et pour l'ensemble de l'année 2020, pour l'économie du Québec, on parle d'un recul du PIB, de la croissance économique de 4,8 % pour l'ensemble de l'économie du Québec pour 2020. Si on regarde juste Montréal, on parle d'un recul un petit peu plus prononcé de 5,5 %. Donc, le recul va être plus important que ce qu'on a vu dans la moyenne du Québec. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est qu'on a traduit ce 5,5 % en valeur économique. Ce que ça représente, ce 5,5 % c'est 8,2 milliards de dollars qui se sont envolés en 2020. 8,2 milliards de dollars, là, c'est des salaires perdus, c'est des contrats annulés, c'est des fermetures d'entreprises, c'est des projets repoussés. Puis au plus fort du confinement, là, de mars à mai, c'était 139 400 emplois qui étaient perdus à Montréal. C'est sûr qu'avec la récupération, là, c'est plus positif. Mais on est encore loin du compte, là. Encore aujourd'hui, là, il y a à peu près autour de 75-76 000 personnes qui sont sans emploi versus les chiffres de 2019. Pour vous donner une idée, là, 76 000 personnes pour Montréal, là, c'est à peu près la ville de Drummondville ou la ville de Saint-Jérôme qui est soudainement sans emploi et qui demeure sur l'île de Montréal. Et ça, ce que ça veut dire un taux de chômage cette année de 12 % et probablement que pour 2021, il va y avoir une légère amélioration, mais on va demeurer autour de 8,7 % pour Montréal. Puis en termes de croissance économique, en 2021, évidemment, là, c'est toujours fonction de l'ampleur de la deuxième vague, si elle demeure sous contrôle, si je peux utiliser ces mots-là. Mais essentiellement, la moyenne de la croissance économique du Québec en 2021 devrait être autour de 6,3 %, alors que pour Montréal, on parle de 6,8 %. Donc, la croissance économique serait légèrement supérieure à ce qu'on voit à travers la province. Un autre point qui fait sursauter en termes de chiffres, c'est la fréquentation du centre-ville qui a baissé de 92 %. Donc, actuellement, au centre-ville, il y a à peu près 50 000 personnes par jour, alors que de façon habituelle, on parle de 600 000 personnes au centre-ville comme tel. Donc ici, là, c'est clair que ce qui assombrit encore plus ce portrait-là, c'est de savoir qu'il y a des secteurs qui sont très touchés, comme la restauration, l'hôtellerie. À eux seuls, c'est presque 75 000 emplois à Montréal qui sont touchés. Puis une forte proportion de ces emplois-là, bien, ce sont souvent des jeunes qui sont déjà dans une situation financière parfois un petit peu plus précaire comme telle. Donc, il faut protéger Montréal. Il faut aussi que protéger Montréal et protéger tout le Québec aussi. Parce que tous les Québécois ont besoin de la première place financière du Québec à Montréal. Parce que Montréal, c'est la moitié de l'économie du Québec. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la moitié des revenus fiscaux aussi. Donc, quand on est en train d'investir dans un projet au Saguenay, à Sainte-Adèle, aux îles de la Madeleine, bien, il faut penser qu'il y a probablement la moitié de cet argent-là qui vient de Montréal en termes de fonds publics. Puis ce n'est pas un problème, ça, en passant. C'est le rôle d'une grande métropole de contribuer à générer de la richesse pour l'ensemble de la société.
Mais quand il y a 8,2 milliards de valeur économique qui s'envolent en un court laps de temps, c'est clair que ça vient mettre de la pression sur les taxes, sur les impôts qui sont récoltés par le gouvernement du Québec. Et jusqu'à présent, je vous dirais qu'il y a eu de grandes actions qui ont été faites. Premièrement, le gouvernement du Québec a annoncé une aide de 263 millions pour la Ville de Montréal pour limiter les impacts financiers de la double crise sanitaire et aussi financière économique. Deuxièmement, la Ville de Montréal a présenté un plan de 22 millions de dollars, un plan de relance de 22 millions de dollars pour une stratégie afin de soutenir les commerces, à tout le moins durant le temps des fêtes. Et il y a la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et une vingtaine de partenaires, dont, oui, le Mouvement Desjardins, qui se sont réunis sous l'initiative de En Mouvement, Relançons Montréal, que Michel pilote, à tout le moins, là, met beaucoup, beaucoup d'efforts actuellement. Là. Donc, ça peut sembler beaucoup là, quand on regarde ça de l'extérieur, mais selon moi, ce n'est pas nécessairement assez. Il faut que chaque entreprise, incluant comme Desjardins, voit sa contribution à la crise. Nous, on a décidé de mettre de l'avant plusieurs initiatives pour justement soutenir les entreprises, les entrepreneurs et les communautés. On a conclu, je vous dirais, là, des centaines de milliers d'ententes avec des membres particuliers, des membres entreprises, pour les aider à passer à travers les derniers mois. Des moratoires de paiement, des reports de paiement, des prêts d'urgence. On a lancé le Fonds C qui est destiné à des entreprises face à la crise sanitaire. Une enveloppe de 10 millions de dollars pour aider spécifiquement des PME à juste avoir accès à un 10 000 $ sans remboursement pour justement réorganiser peut-être très rapidement leurs opérations. On a fait un partenariat avec la Ruche Québec pour favoriser l'achat local. Ici, là, juste pour Montréal, on parle de 27 campagnes qui ont été initiées dans les différentes communautés qui ont permis de générer 3,1 millions de dollars de sociofinancement pour aider des entreprises, aider l'économie du Grand Montréal. On a fait un partenariat avec l'École d'entrepreneurship de Beauce et SPB Scalable pour être capable de créer des cohortes d'entrepreneurs pour pouvoir passer ou comment on gère une crise comme ça ou comment on passe à travers une situation comme ça. Et finalement, on a lancé le Fonds du Grand Mouvement, une enveloppe de 250 millions de dollars, une enveloppe de 150 millions de dollars, excusez-moi, qui vient s'ajouter à une enveloppe de 100 millions qu'on avait mis de l'avant de 2016 à 2020. Et ce 150 millions additionnels-là, c'est de venir soutenir des projets de communauté pour relancer notre économie. Puis aujourd'hui, je suis content avec vous de vous confirmer que 5 nouveaux projets ont été autorisés par le Mouvement Desjardins sur l'île de Montréal pour plus de 1,3 million de dollars de contributions financières. Je vous en nomme 3 là, qui sont à mes yeux. Ils sont tous importants, mais 3 intéressants. 210 000 $ qu'on va verser au laboratoire sur l'agriculture urbaine. On va verser 450 000 $ à la Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord pour permettre d'augmenter la compétitivité, l'attractivité, le dynamisme de cette région de Montréal. Et on va verser une somme de 125 000 $ à l'entreprise Contenant Canot qui va servir à réduire les déchets par rapport à l'emballage alimentaire. Donc, pour nous, là, à Montréal, depuis la création de ces fonds-là, c'est 10,3 millions de dollars qu'on a versés concrètement, sans remboursement. C'est une contribution financière à des projets pour stimuler 45 projets sociaux, économiques, communautaires dans le Grand Montréal. Pour nous, c'est extrêmement important et ça contribue à participer à la relance. Mais en même temps, tant qu'on est dans la zone rouge, je vous dirais qu'on est obligé de prendre des décisions difficiles. Et oui, pour la sécurité de nos employés, on a annoncé il y a quelques jours que l'on maintenait les employés du Mouvement Desjardins en télétravail jusqu'au moins au 2 avril prochain. Vous le savez, Desjardins, c'est un propriétaire immobilier important à Montréal. Là. Et je peux vous dire que pour y être pas mal de ce temps-ci, là, ça me brise le cœur de voir le complexe Desjardins désert actuellement comme il est. C'est une perte de volume d'affaires de 75 % pour les commerçants du complexe Desjardins actuellement. Et ce qu'on a décidé de faire pour les aider, c'est qu'on a lancé une plateforme de vente en ligne qui permet de faire de la livraison pour ces commerçants-là à l'intérieur d'un périmètre de 4 km pour justement stimuler les ventes de nos commerçants au complexe Desjardins. Évidemment, là, ça ne réglera pas tout, là, mais c'est un effort additionnel, en plus de rendre nos stationnements gratuits pour permettre aux gens de venir au complexe et au centre-ville sans avoir à payer pour les déplacements. Mais c'est clair que Noël ne sera pas pareil cette année. Il n'y aura pas de Père Noël au complexe Desjardins, mais on a décidé de faire des décorations quand même pour rendre ça un peu plus dynamique, tout simplement.
Puis vous avez peut-être vu qu'on prépare la suite. On a décidé d'investir plusieurs millions de dollars pour entreprendre un chantier important qui va être de refaire toute l'aire de restauration du complexe des Jardins. Donc, dans les premiers mois de 2021 jusqu'à l'été, on va fermer cette aire de restauration-là pour avoir une toute nouvelle aire encore plus moderne à l'automne 2021. Donc, oui, Desjardins est solidaire de Montréal. Et la relance économique, on y tient à cœur. Au-delà de tout ce que je viens de mentionner, on a aussi Capital régional et coopératif Desjardins, notre bras capital de développement, qui a déjà tout près de 400 millions de dollars d'investis dans plus de 83 entreprises et coopératives de Montréal. Donc, pour nous, oui, on vit la crise comme institution financière, mais on la vit aussi comme partenaire de la communauté d'affaires. On la vit comme employeur, puis on la vit aussi comme propriétaire immobilier. Mais on est là maintenant, puis on sera là aussi quand on voudra relancer encore plus Montréal, quand la crise sanitaire sera peut-être derrière nous. Et il faut que Montréal redevienne la locomotive économique du Québec. Là. Recréer de la richesse dont toute la société du Québec va pouvoir en profiter. Et là, dès maintenant, il faut mettre Montréal en position de rebondir. Et il y a un dossier qui, à mes yeux, me paraît incontournable pour justement nous permettre de rebondir dans les prochaines années. On est en train de construire dans le Grand Montréal là, un des plus grands systèmes de transport collectif à travers le monde. On se donne un deuxième métro, le REM, qui va aller de Brossard sur la Rive-Sud jusqu'à l'ouest de l'île de Montréal et au centre-ville. Ce qui donne d'ailleurs à ce projet-là une portée très structurante, là, c'est d'avoir enfin un lien hors congestion entre l'aéroport de Montréal et le centre-ville, comme la plupart des grandes métropoles à travers le monde. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup d'appels de la communauté d'affaires, de son président, directeur général Philippe Rainville. Je pense qu'on pourrait avoir de belles initiatives aujourd'hui, de belles solutions qui pourraient nous être annoncées avec le budget fédéral. Et en tout cas, je pense que ça pourrait être extrêmement porteur pour l'aéroport, le REM et le centre-ville de Montréal. Montréal, vous le savez, c'est une ville de classe mondiale et il faut se donner le moyen de rester une ville de classe mondiale. Et c'est une excellente nouvelle pour Montréal si ça se déroule comme on l'anticipe ou on l'espère tous d'ici la fin de la journée. Une fois que je vous ai dit ça, l'objectif de cette tournée, c'est aussi de se questionner sur le futur. Comment on envisage la suite? Comment on voit Montréal dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Montréal, Michel l'a dit, avait un très, très bel élan avant la crise. On s'était retrouvés là, dans des positions de tête au niveau des grandes villes nord-américaines, même à travers le monde, en termes de croissance, en termes d'investissement étranger, d'intérêt à travers la planète. Puis en ce moment, il y a des gens qui se demandent même s'il y a encore un avenir pour le centre-ville. Moi, je n'ai aucun doute sur l'avenir des centres-villes. Pourquoi? Parce qu'on va toujours avoir besoin d'un endroit où il va y avoir une concentration de talents, une concentration de capitaux, une concentration de savoir, puis une concentration de culture. On ne peut pas se passer là, de zones d'effervescence, de créativité. Puis on le voit, là, après des mois de télétravail, bien, on commence à comprendre les limites du travail à distance. Le télétravail, oui, ça compense, mais ça ne remplace pas. Puis j'imagine que vous êtes beaucoup en ligne à m'écouter actuellement, là, qui faites un peu le même constat dans la gestion de votre entreprise. Là. Le télétravail, il est là pour rester. Mais moi, je suis convaincu qu'on va revenir à un modèle de travail hybride où il y a des retours dans les tours à bureaux à Montréal. Ça, c'est clair, selon moi. Le centre-ville, il va renaître. Le centre-ville, il va revivre. Puis les tendances de fond qu'il y avait avant, elles vont demeurer après. Là. Puis même dans certains cas, la crise va avoir été un accélérateur de ces tendances-là. Je pense, exemple, avant, on parlait de l'importance des technologies numériques. Bien, la crise, elle a créé quoi? Elle a créé un boom des investissements technologiques. Avant, on parlait de la lutte au changement climatique. Rappelez-vous la marche à Montréal en septembre 2019. Bien, maintenant, partout dans le monde, on parle d'une relance verte. Avant, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, on parle d'une poussée du chômage et de certains secteurs, par contre, qui nous surprennent en étant déjà revenus en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va avoir quand même beaucoup de travail à faire en termes de requalification et de réorientation de la main-d'œuvre. Il faut trouver des moyens, puis il y a eu des belles annonces récemment, pour réunir beaucoup plus rapidement les demandeurs d'emploi avec les chercheurs d'emploi. La crise, selon moi, elle a aussi un autre effet, un effet de changement de valeur. Il y a des prises de conscience qui se font actuellement pendant la crise.
Le modèle économique qu'on connaît, là, extraire, transformer, utiliser, jeter, est de plus en plus dépassé. Et ça répond de moins en moins à une société moderne. Les citoyens, les consommateurs, les actionnaires vont être de plus en plus nombreux à rechercher des projets ou des produits qui s'insèrent dans une économie circulaire. Ici, là, on parle d'un écosystème où rien n'est perdu, où tout est réutilisé, où le produit usé d'une entreprise devient le début de la chaîne d'une autre entreprise. On crée toutes sortes de boucles où on est en mesure d'utiliser les ressources brutes et qu'on cesse de gaspiller et qu'on mène nos activités dans un plus grand respect des personnes et de l'environnement. Puis chez Desjardins, je peux vous dire qu'on y croit beaucoup parce qu'on a décidé d'investir 2 millions de dollars dans le concept d'économie circulaire en collaboration avec l'École de technologie supérieure de Montréal. Et selon moi, là, l'avenir va être important par rapport à l'économie circulaire. Puis il y a des initiatives très intéressantes qui vont sortir de ces projets-là. Je pense qu'avec la pandémie, ce qu'on réalise aussi tous, là, c'est à quel point on est de plus en plus responsables les uns des autres. On réalise, par exemple, que nos gouvernements ont joué un rôle très important pour amortir le choc de la crise sanitaire et économique. Ça aussi, c'est une espèce de prise de conscience collective actuellement. Je vois donc un retour graduel à une pensée plus collective dans la société. Puis à mes yeux, c'est l'un des autres changements de valeur qui va se matérialiser dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pendant des décennies, là, le vent a soufflé dans le sens de la promotion des libertés individuelles. Puis c'est un courant qui est très positif, là, parce qu'il a permis l'émergence de plein d'entrepreneurs à succès qu'on connaît ici au Québec maintenant. Là. Mais les effets de la pandémie, depuis les 8-9 derniers mois, nous rappellent l'importance de la pensée collective et le rôle de l'État comme protecteur du bien commun. On est bien libre, mais on est fort ensemble. Et je suis convaincu que le modèle coopératif, avec ses valeurs d'entraide, d'engagement, de solidarité, sont plus pertinents que jamais. Puis pour moi, là, on considère ça comme un atout majeur chez Desjardins pour passer à travers la crise. Là. Il faut s'engager collectivement à voir les choses plus solidairement, puis à voir les choses différemment. Puis c'est avec ça en tête que le mouvement Desjardins entrevoit la relance de Montréal et la relance de l'ensemble des régions du Québec. Il faut miser sur les qualités intrinsèques de la ville. La créativité, l'innovation, l'art de vivre. C'est des grandes forces à Montréal, ça. Cibler des projets porteurs est déjà accepté dans les secteurs d'avenir ou accélérer certains autres projets pour nous donner déjà des avantages compétitifs. L'intelligence artificielle, la technologie numérique, l'aérospatiale, les arts, la culture, tous des chantiers qui se discutent dans Relation Montréal. Mais l'objectif ne devrait pas être de redevenir comme avant. L'objectif devrait être de redevenir meilleur qu'avant, faire mieux qu'avant. Parce que l'effet durable de la crise, là, elle va être là, selon moi, dans la prise de conscience qui va nous amener à regarder les choses autrement pour le futur. Penser l'avenir en comprenant qu'on est tous beaucoup plus responsables les uns des autres. Et je pense que Montréal a toutes les qualités pour incarner cette manière de vivre ensemble, cette manière de prospérer ensemble après la COVID. Oui, Montréal a peut-être mis un genou au sol, mais Montréal va se relever. La crise, elle va passer et entre-temps, il faut tenir bon et se préparer à rebondir tous ensemble. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Guy. François et moi avons l'occasion de, comme on le mentionnait, de sillonner le Québec avec toi. C'est toujours aussi inspirant de t'entendre parler et de voir comment le mouvement comprend bien les réalités régionales. Je vois que tu connais très bien ton Montréal dans la façon dont tu exprimes les problèmes qu'on a en ce moment. Puis Michel sera certainement d'accord avec moi. Les chiffres de fréquentation au centre-ville sont effectivement désastreux. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir les annonces que tu fais. Donc, entre autres, en agriculture urbaine, on voit qu'en plus, ça se conjugue bien avec les dernières annonces gouvernementales qu'on a vues dans le secteur de l'agriculture, qui va bénéficier partout au Québec, d'ailleurs, même dans d'autres milieux urbains qu'à Montréal. Puis, une somme importante aussi, j'ai noté 450 000 donc, pour le développement économique de Montréal-Nord, région de Montréal aussi, qui en a bien besoin. Alors, merci beaucoup, Guy. Avant de passer à l'Observatoire, Michel, est-ce que tu avais quelques commentaires ou ça va pour l'instant? Oh, j'écoutais Guy, puis je me disais,
Je suis très heureux de voir à quel point tout le monde est conscient qu'il va falloir s'engager. Le mouvement des jardins est fondamental, surtout dans la partie est du centre-ville. Guy, tu le sais bien, tous vos travailleurs, ceux d'Hydro-Québec, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on a hâte de les revoir. Donc, j'ai bien entendu ta date en avril. Change la pu. Je l'ai entendu, moi aussi, c'est une date maximum, ça, parce qu'on a hâte que la place des Arts et le complexe des jardins, effectivement, soient remplis à pleine capacité. Donc, je vous parle rapidement, parce que je veux laisser du temps à François et nos invités, de l'Observatoire FCCQ. Vous avez vu le petit vidéo en introduction. Donc, l'Observatoire, c'est vraiment un outil pour prendre le pouls des entrepreneurs partout au Québec sur des sujets d'actualité. Alors, évidemment, je suis bien conscient que dans la région métropolitaine, avec la Chambre, entre autres, de Montréal, vous êtes quand même bien servi en matière de prise, de sondage, mais c'est important pour l'ensemble des régions de pouvoir avoir des données les plus régionalisées possibles. Alors, en vous inscrivant comme entrepreneur à l'Observatoire, c'est gratuit, ça prend 5 minutes, on vous pose quelques questions de nature démographique sur votre entreprise. On va pouvoir, suite à la tournée avec Desjardins, vous pousser des questions en temps réel sur des sujets d'actualité. Et dans la mesure où on aura des nombres significatifs de répondants, on pourra transmettre tout ça, entre autres, à nos chambres de commerce partout au Québec pour que ça leur serve d'outils de relations gouvernementales et d'outils d'affaires publiques pour influencer le jeu local. Ça vaut aussi, évidemment, pour les autres chambres du territoire de Montréal. Alors, j'ai une courte présentation que je vous mets à l'écran tout de suite. Alors, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire à l'Observatoire. Alors, suite à la conférence, si plusieurs d'entre vous voudraient aller sur le site fccq.ca, ça permettrait donc effectivement de grandir la base. Donc, on est vraiment en ce moment en démarrage de l'outil. Alors, vous verrez que dans le cadre de notre prise de pouls, si on veut, pour la région de Montréal, on a un nombre qui est petit, j'en suis conscient, mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'apprentissages qui sont tout de même intéressants. On a eu jusqu'à 200 personnes dans certaines régions. Pour Montréal, on a 62 répondants. Ça avait déjà augmenté ce week-end, mais on a dû donc arrêter pour poursuivre, pour faire la présentation, en fait, en vue de ce midi. Mais vous voyez donc 61 des répondants sont des entreprises de moins de 50 employés. Alors, c'est important pour les prochaines diapos de voir qu'ici, on prend le pouls des petites entreprises et non des très grandes entreprises, comme il y en a beaucoup, évidemment, au centre-ville de Montréal. Donc, vraiment, tout le tissu entrepreneurial qu'on a dans les différentes régions, si on veut, de l'île de Montréal. Quels sont les secteurs qui ont répondu au sondage, en fait? Donc, vous voyez qu'on a une répartition quand même assez homogène, avec une certaine prédominance dans le secteur financier et évidemment dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, qui est aussi archi-présent à Montréal. Alors, une des questions qu'on a posées, c'est comment vous percevez l'impact sur votre entreprise de la pandémie actuelle? Donc, on arrive à un impact négatif de 70 %. Et comme on vous mentionnait, c'est la 8e rencontre qu'on fait. Donc, je vous dirais qu'on se situe habituellement entre 65 et 75 %. Donc, vraiment, Montréal est dans la moyenne. Par contre, habituellement, on a un nombre plus élevé de je ne sais pas, ce qui fait que le nombre de positifs à Montréal à 3 % d'impact positif important et 11 % d'impact positif faible, c'est le plus faible qu'on a vu, Guy et moi, dans notre tournée, donc depuis le mois de septembre. Alors, vraiment, on voit que la métropole est quand même frappée durement parce que oui, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux avec la pandémie et qui voient des impacts positifs, mais ça demeure principalement à Montréal un très petit nombre. Donc, quels sont les principaux freins en ce moment qu'on observe? Donc, évidemment, la baisse de la demande est le principal point important. Donc, un répondant sur 2 mentionne que la baisse de la demande vient jouer un frein important, donc un impact négatif à cette crise-là. Le report et l'annulation d'événements, bien sûr aussi. Je vais attirer votre attention sur les 3 lignes avec des flèches, donc ce que j'appellerais des enjeux RH. Donc, on voit qu'entre 15 et 26 % des gens qui ont répondu ont dû soit mettre à pied des employés, réduire les heures de travail ou voir des employés partir d'eux-mêmes. C'est quand même majeur, 15 à 26 %, mais je vous dirais que c'est le chiffre le plus faible qu'on a vu au Québec. C'est donc dire qu'il y a des mesures qui ont été efficaces au niveau ressources humaines. Et à titre d'exemple, et on le verra un peu plus loin, la subvention salariale d'urgence du Canada, je pense, a permis de garder les employés à l'emploi dans plusieurs entreprises. Et c'est important, je pense, c'est de l'autopromotion que je fais pour Michel, moi et les autres chambres, mais le rôle des associations économiques dans la prise de décision, comme la subvention salariale d'urgence,
Je me rappelle de rencontres, Michel, tu te rappelleras aussi, au début de la pandémie, où justement le gouvernement fédéral essayait d'aller sonder l'intérêt des associations pour une mesure comme celle-là, qui avait déjà été implantée en France, en Allemagne, entre autres. Et rapidement, le gouvernement fédéral s'est mis au diapason du désir, si on veut, du Québec Inc. d'avoir cette subvention-là. Et donc, je pense que ça a permis de limiter l'hécatombe en termes de ressources humaines dans la région de Montréal. Si on regarde maintenant les principaux freins donc, à la relance économique, donc évidemment, la baisse de la demande à 40 c'est nécessairement un point qui est très important. Donc, sans demande, difficile de faire une relance quelle qu'elle soit. La difficulté de développer de nouveaux marchés. Donc, évidemment, en ce moment, les gens sont plus à satisfaire le réseau local que d'essayer de développer de nouveaux marchés, que ce soit au niveau américain ou au niveau international. Une autre différence intéressante par rapport aux autres régions, c'est les difficultés de main-d'œuvre. Donc, on a parlé tout à l'heure à quel point c'était un enjeu important, mais je vous dirais que c'est l'enjeu, le pourcentage le plus faible qu'on a vu jusqu'à présent à 21 %. En majorité, dans les régions qu'on a visitées, c'était autour de 45 à 50 % des gens donc, qui mentionnaient les difficultés de main-d'œuvre comme le principal frein à la relance. C'est quand même une entreprise sur 5. C'est donc dire qu'il y a un enjeu de requalification de la main-d'œuvre en ce moment et on en parle beaucoup avec le ministre du Travail en ce moment. Il y a eu un forum de la requalification de la main-d'œuvre en octobre dernier auquel plusieurs d'entre nous ont participé. Donc, comment on fait passer des travailleurs de compétences X à des compétences Y qui sont maintenant nécessaires dans le marché du travail et quel rôle va jouer aussi l'immigration? Donc, on sait que le bassin d'immigrants ou de personnes immigrantes est très élevé à Montréal par rapport à d'autres régions. Et il existe des programmes justement pour faciliter cette intégration-là. À la Fédération, on a un emploi sur le québécois. À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aussi, il y a eu une annonce, je crois, la semaine dernière, Michel, des passerelles sectorielles, donc des programmes qui permettent justement aux personnes immigrantes de jouer leur rôle dans le développement économique du Québec. Un rôle que nous, par ailleurs, à la Fédération, on estime crucial, ce qui fait qu'on est plus ou moins en accord avec les seuils actuels qui sont proposés au niveau du gouvernement du Québec, mais déjà d'utiliser au maximum les seuils qui sont permis, ça va permettre de régler une grande partie des enjeux de main-d'œuvre qu'on a en ce moment à Montréal et ailleurs. Avant-dernière diapo sur les mesures d'aide en ce moment. Donc, quelles sont les mesures qui ont été les plus bénéfiques pour les entrepreneurs dans la région de Montréal? Donc, comme je le mentionnais, sans surprise, la subvention salariale d'urgence, 29 %, mais aussi des programmes de prêts sans intérêt. Donc, on a vu le gouvernement provincial mettre en place tout un train, entre autres, de prêts ou de garanties de prêts, donc qui ont été vraiment appréciés par les entrepreneurs. Évidemment, avec ça vient la crainte d'un surendettement. Donc, on a plusieurs entrepreneurs aussi qui nous disent on n'a pas accédé à ces prêts-là, soit parce que c'était trop compliqué d'y avoir accès, entre autres sur le loyer commercial avant les modifications des dernières semaines. D'ailleurs, vous voyez que l'aide d'urgence pour le loyer commercial a été utilisée par à peine 15 % des gens. C'est donc dire qu'il y avait un problème d'accessibilité qui commence à se résorber là, avec les nouvelles annonces du fédéral. Je termine, parce que je veux encore une fois laisser la place à François, sur le télétravail. Donc, évidemment, le télétravail, on l'a mentionné, c'est là pour rester. La situation à Montréal en ce moment, donc 79 % de nos répondants offrent une forme ou une autre de télétravail, donc près de 80 %. Je vous dirais que dans certaines régions où on a des problèmes d'accessibilité à l'Internet, ce n'est pas le cas à Montréal, mais c'est certainement le cas dans plein de régions encore au Québec, on a 60 % dans certaines régions, mais jusqu'à 94 % en Outaouais. Donc, probablement que les services fédéraux, entre autres, utilisent au maximum le télétravail, ce qui fait qu'on a une répartition comme ça. Et donc, 79 % des répondants à Montréal utilisent le télétravail. Il faudra voir à terme quel pourcentage des entreprises continueront d'offrir, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, le télétravail, tout en favorisant, on l'espère, un retour au centre-ville de Montréal le plus rapidement possible. Alors, voilà donc un extrait de ce qu'on peut trouver comme résultat avec l'Observatoire FCCQ. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur fccq.ca. Je laisse donc maintenant la parole à François pour les échanges avec nos invités et la période de questions. François. Merci beaucoup, Charles. C'était extrêmement intéressant de voir comment Montréal est différent du reste des régions du Québec, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de défis qui nous attendent.
Merci à M. Cormier également pour son allocution et c'était un plaisir de retrouver Michel Leblanc également. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu non plus. Alors, ça me fait plaisir d'animer ce petit panel en compagnie de nos invités. Et d'ailleurs, tout de suite après, il y aura une période de questions et réponses. Alors, vous avez un petit bouton questions et réponses dans le bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions directement sur le site. Et ça nous fera plaisir, que ce soit moi, Charles, Michel, Guy ou encore nos invités, de répondre à vos différentes questions. Je vous présente tout de suite mes invités. Fort probablement qu'au cours des derniers mois, si vous avez acheté des meubles québécois, vous avez très certainement remarqué sur l'emballage, le petit mot Love Pack dans le bas du carton. Alors, c'est une entreprise du Québec qui fabrique de l'emballage spécialisé. Et c'est un plaisir d'accueillir son président, Robert Sibthorpe, qui est avec nous. Il est chanceux qui est au Mexique en plus. M. Sibthorpe, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Merci. Et on parlait tantôt d'entreprises qui proviennent de l'immigration. C'est un exemple parfait, je pense, aujourd'hui que nous avons avec nos prochains invités parce que le grand-père Antonio est arrivé ici au Canada en 1951, puis finalement, les enfants ont pris la relève. Et on est déjà rendu à la 3e génération de cette entreprise-là avec Maria qui est avec nous. Bonjour Maria Di Lillo. Bonjour. Giuseppe qui est Raphaël qui est votre père, qui nous a quittés temporairement, mais on voit Mario dans le fond qui est avec nous. C'est son frère également, votre oncle. Mario Di Lillo, bonjour. Bonjour, bonjour. Une première question à Robert Sibthorpe, peut-être en attendant que Raphaël revienne. Dites-nous quels sont les embûches ou encore les défis auxquels vous avez dû faire face avec vos usines. Vous, c'est la première fois que vous visitez votre usine au Mexique depuis le début de la pandémie. Pas toujours été facile dans vos usines non plus. Non. Si on parle des bouts de mouse, tous les défis qu'on avait eu, c'était toujours, au début, c'était le concern de les collections. Sûrement, on a checké tout, puis on a été très diligents. La matière première. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait acheté beaucoup de matériel premier en avance pour prévoir que peut-être il va y avoir des chocs, mais actuellement, il n'y avait pas. Aussi, au début de la pandémie, c'est de servir nos clients, mais en même temps, être soin à la société. On a pris une décision de toutes les compagnies qui étaient dans la nourriture ont servi premier. Deuxième, les compagnies qui font les équipements médicaux, on est servi deuxième. Après ça, c'était télécommunications. Après ça, c'était les autres. Ça, c'était notre décision au début. Puis, je pense que ça faisait bien. Si vous aviez une compagnie de nourriture puis tu as besoin des boîtes dans 2 jours, on le faisait. Il n'y avait pas de question. Puis après ça, c'était la motivation des gens qui travaillent pour nous, puis être sûr qu'ils sont sécuritaires et tout. C'était ces gens-là. Et en même temps, on a déménagé en mars et avril pendant la pandémie dans un bâtiment qu'actuellement Desjardins a nous supporté avec le prêt. C'est ça. Mais avec la BDC, entre autres, hein, c'est ça? On a déménagé en même temps, oui. Oui, tout à fait. Avec les différents programmes d'aide qui existaient au Canada pour vous aider, que ce soit la subvention salariale, aux loyers commerciaux, etc., comment vous avez vécu ça, vous, par rapport à vos autres usines à l'extérieur du pays? Parce qu'ici au Canada, on était en plein dans le mille avec nos différents programmes, parce qu'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, c'était pas du tout la même chose, leur programme d'aide. Mais nous, on était dans une position cash qui était pas pire. On était chanceux. On a actuellement utilisé notre cash pour je pense qu'on a dépensé 50 000 juste pour on a donné les baskets de nourriture à tous nos gens qui travaillent pour nous, juste pour être sûr, parce qu'on ne savait pas le temps au début si les magasins vont être fermés. Si tu te souviens, back then, on ne savait pas. On a donné 2 semaines de nourriture à chaque gens qui travaille pour nous à Canada et à Québec et à Mexique, juste pour être sûr que si jamais tout arrête, ils sont soins. C'est ça.
Oui, tout à fait. Donc, c'est de prendre soin de ses employés d'abord et avant tout, là, pour être certain que la suite puisse se former. Allons tout de suite voir la famille Dililo, si vous me permettez. Maria, vous êtes la troisième génération déjà. Comment on prend la relève d'un grand-père qui était visionnaire, d'un père et d'un oncle également qui foncent tout le temps dans la vie? Votre grand-père, lui, avait un rêve, c'est de faire un club de golf. Finalement, ben, il en a fait une fiducie, un club de golf qui vous appartient toujours, club de golf métropolitain. Comment vous vivez là-dedans, vous, dans cet esprit familial-là? Ben, c'est sûr que mon grand-père, son rêve, c'était de s'établir ici, de s'investir ici. Il a construit plusieurs bâtisses aussi. Là, on a, à part du golf, on a beaucoup de locataires québécois. C'est une très grande fierté pour nous. C'est sûr que pour moi, c'est excitant. Puis, il me demande aussi beaucoup de travail, d'adaptation. J'ai beaucoup de respect pour mon grand-père, mon père et mon oncle pour ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'intention de continuer à respecter la façon dont ils font les choses, mais d'ajouter ma touche aussi. C'est bien. De votre côté, Raphaël, dites-moi, comment vous avez vu le monde de la construction pendant le temps de la pandémie? Là, parce qu'il y avait beaucoup de défis. Tout le monde a été arrêté. Vous avez été mis sur pause pendant 7 ans. Il y a beaucoup de défis. Au début, quand c'est arrivé, on allait un peu dans l'inconnu. On fallait prendre des décisions. On est toujours optimiste de nature comme être humain. Alors, quand nos locataires nous ont appelés pour savoir qu'est-ce qui se passe, je dis, la business continue, messieurs. Je continue à vous mettre des fleurs devant vos bâtisses. Je continue à couper le gazon. Je continue à faire l'entretien. Et on va passer une journée à la fois. On a notre santé, on va aller de l'avant. Et les gens ont été, c'est des PME, ont été vraiment des gens moraux, honorables et ils ont fait de leur mieux pour aller de l'avant. C'est toutes des belles entreprises de la région. Ils ont continué à faire ce qu'il y avait à faire. Nos bâtiments, on a toujours voulu faire quelque chose de développement durable. Nos bâtiments, ils ont été construits il y a peut-être 20 ans, mais si vous passez devant, ils ont l'air d'être avoir construit 1 an ou 2. C'est bon pour les générations à venir. Il faut faire attention avec l'environnement. Il faut prendre les étapes pour qu'on laisse un héritage pour les prochaines générations, quelque chose de bien. Garder, que ce soit agréable de vivre. Moi, l'été, quand je vois le monde s'asseoir sur le gazon pour prendre un lunch, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Et on l'a fait d'une façon simple, d'une façon correcte. Et on participe aussi dans notre communauté. On a appris beaucoup avec Desjardins. Ils donnent beaucoup à beaucoup d'organismes. On a appris à travailler avec eux. Ils ont des gens du milieu qui travaillent très, très bien. L'équipe de CDE, la personne de M. Guy Cormier, Elia Chourou et leur équipe sont des partenaires. Ils nous ont secondés. On travaille avec eux à livre ouvert et ils nous aident beaucoup dans nos développements. Il y a des choses, des fois, qui me dérangent un peu. On fait des bâtiments présentement. On doit payer Hydro peut-être entre 500 000 et 1 million pour le fil électrique, les courants. Ça, c'est des infrastructures. Et si on veut aider le développement, bien, peut-être s'ils trouvent une façon de le fournir, on va payer les factures mensuelles. Mais c'est des choses qu'on ne payait pas avant. Et là, c'est une nouvelle mode avec Hydro-Québec. Quoi d'autre? J'ai une partie de nos choses sont dans l'hospitalité. Les gens, je ne les ai pas envoyés à la maison. Ils travaillent, ils sont en train de nettoyer les bâtiments. On est en train de faire des rénovations. J'ai fait participer là-dedans. Beaucoup de notre monde ont des historiques de 15 à 25 ans avec nous. Moi, on ne check pas les heures. Là. Ils commencent puis finissent. Ils ont des obligations, ils ont des familles. Alors, vous avez des employés de longue date, hein, parce que je me souviens au funérailles de votre père, Antonio, en 2015, où il y avait eu des éloges d'un peu partout, où il y avait des employés de 30, 35 ans qui lui étaient fidèles. C'est votre marque de commerce de garder vos employés le plus longtemps possible. Écoutez, on vit une vie, on les vit avec ces gens-là, et on va de l'avant. Et je ne sais pas où vous connaissez ces choses-là. Et on fait aussi des choses dans la communauté pour aider parce qu'on a été fortunés dans la vie.
Mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'un petit coup de main. Alors, avec nos cuisines, on essaie de faire des choses, mais c'est privé. C'est pas une chose qu'on veut. Vous ne voulez pas populariser ça. Monsieur Sibthorpe, comment vous entrevoyez l'avenir maintenant, l'avenir post-pandémie? Guy Cormier, tantôt, nous disait qu'il va falloir que ça change, qu'il y ait de l'économie plus circulaire, qu'il y ait donc qu'on soit beaucoup plus vert, de marier donc l'environnement avec, mais dans le domaine de l'emballage, souvent de fois, vous avez été pointé du doigt, dans le sens où plus on crée de l'emballage, moins c'est bon pour l'environnement. Comment vous, de votre côté, justement, vous assurez-vous pour que ça soit de plus en plus vert? Premièrement, le mot, je pense que on a tout réussi chez nous, c'est d'être très, très flexibilité. Après la pandémie, je pense qu'il faut rester peut-être pas très flexible, mais flexible quand même avec le télétravail et tout. Pour le sustainability, durabilité, actuellement, nous, on est certifié Eco-Certified. 99% de nos emballages internes est recyclé. On a créé un produit Revive que 80% de le produit est recyclé avant. Actuellement, on est en discussion d'être zéro waste, mais c'est sûr, on est debout de ça, mais c'est sûr, on est le leader dans la sustainability dans notre domaine. So, après la pandémie, c'est ça, on va concentrer en ça, de ça. De votre côté, la famille DiLillo, comment est-ce que vous avez des difficultés pour être capable de garder vos employés? Parce qu'on parle beaucoup dans le domaine de la construction qu'il y a encore de la pénurie de main-d'œuvre. C'est assez incroyable. C'est un des secteurs où il y a le plus de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Est-ce que de votre côté, vous avez eu de la difficulté à ramener vos gens au travail ou si vous avez décidé de les garder au travail pendant le temps de la pandémie? Parce que vous étiez quand même un service essentiel. Au niveau de la construction, tous nos employés sont restés sur la main-d'œuvre. On les a gardés. On est choyés parce qu'on a quelques projets en marche. Au niveau de la section hospitalité avec le restaurant et le golf qu'on travaille, on a gardé l'équipe cadre, qui est une 10-15 personnes. Et on a fait des choses pour aider un peu la communauté avec ces gens-là. Et aussi, on rénove notre golf. Là. On a dit, OK, vous allez me nettoyer ça, on va enlever les tapis, on fait des nouveaux tapis, on a engagé du monde pour faire ça. Alors oui, c'est un risque qu'on prend, mais c'est un risque valable et calculé parce qu'on sait qu'il y avait du monde qui venait avant la pandémie. On ose croire qu'ils vont revenir après la pandémie. Et alors ça, c'est important puis c'est le fun. J'étais un peu nerveux avant quand j'ai parlé. J'ai parlé de M. Eliou Chourou et M. Guy Nadeau. Oui. Je m'excuse d'avoir manqué un peu là-dessus. M. Cormier parlait qu'il y a 8,2 milliards d'économies qui a quitté Montréal en un an de temps. Il y a de beaux projets qui sont à notre porte pour qu'on puisse se réaliser. On a besoin de l'aide des instances gouvernementales pour les faire réaliser et qui peuvent redémarrer l'économie d'une façon assez intéressante. Et il y a quelques projets qu'on est associés avec, qu'on serait vraiment content qu'ils partiraient. Et on a besoin de certaines approbations à ce niveau-là. Mais il y a d'autres gens qui ont passé des moments difficiles et des restaurateurs qui ont complètement fermé après avoir travaillé 20 ans. Ça fait pas mal, non seulement économiquement, mais aussi au niveau de vie, au niveau de voir la vie mentale pour eux et leur famille, leur milieu. Et ça aussi, il faut que les instances gouvernementales et économiques essaient de faire quelque chose pour qu'on puisse les redémarrer une fois qu'on reparle. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Michel Leblanc, j'ai une question ici dans ce sens-là un peu, où on parle beaucoup de problèmes d'itinérance à Montréal. On le voit là, avec ce qui se passe dans le quartier Est à Montréal. On parle beaucoup de quartiers d'itinérance. Comment on fait
quelle solution on peut préconiser pour avoir et conjuguer le développement économique, mais également conjuguer la prévention et avoir un milieu sécuritaire pour être capable d'attirer des investisseurs potentiels. Ça, c'est Mélika qui nous écrit là-dessus. Bien, écoutez, c'est quand même complexe. D'un côté, quand on parle d'itinérance, on parle des gens qui sont souvent avec des enjeux, soit de santé mentale, soit des enjeux d'attachement à la société. Et là, ça prend des ressources. Et s'il y a un signal qu'on doit se lancer tous ensemble, c'est que c'est de l'ordre des gouvernements, puis c'est pas nécessairement l'ordre de la ville d'avoir les budgets, mais on doit faire en sorte que les ressources humaines soient là et que des capacités d'accueil soient là, soit pour essayer de les empêcher, les gens, de tomber dans l'itinérance ou ceux qui sont en itinérance, de les ressortir et de les aider à se rattacher à la vie sociale et éventuellement à la vie le travail. Mais je veux revenir sur un point parce qu'on a M. DiLillo, en fait, on a la famille DiLillo, et je pense qu'un des grands chantiers qu'on a devant nous, c'est le développement de l'Est de l'île. Il a manqué d'amour. L'Est de l'île a manqué d'amour, a manqué d'investissement, a manqué de transport en commun. Et j'ai l'impression qu'il y a un énorme chantier et je pense que la famille DiLillo, et je suis certain que Desjardins ont un rôle à jouer pour renforcer cette trame-là, puis pour faire la boucle avec ce que vous venez de dire. Ça va donner des emplois à des gens qui vivent dans des quartiers difficiles dans l'Est de l'île. Et si on peut repartir la machine économique dans l'Est, ça va y avoir des effets énormément positifs sur à la fois les travailleurs de l'Est, la population de l'Est, mais tout le développement économique de cette zone-là. Et je me rappelle d'avoir animé lors de la dernière campagne électorale avec la Chambre de commerce de Montréal-Est, où il y avait un enjeu justement du transport en commun, où on invitait ou on incitait le gouvernement soit à développer le REM, soit à développer le métro ou encore avoir un meilleur accès au transport en commun pour être capable d'attirer ces usines-là, justement, dont on a besoin. Décontamination des sols également, parce que c'est un méchant problème là-bas aussi. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont poursuivies dans ce sens-là? Avec Mme Lamour, entre autres. Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu le ministre Bonnardel qui a évoqué qu'il y aurait un REM dans l'Est. Alors, on est encore en train de supputer quel va être son tracé, quel va être l'échéancier. Mais sans révéler de secret, je pense qu'il y a du développement de transport collectif dans l'Est qui s'en vient. La ville a entamé la décontamination. C'est une petite parcelle où on commence. Mais je vous le dis, si on se regarde tous le milieu des affaires en face, l'Est de Montréal est un secteur de développement à venir. Et la famille DiLillo, je le répète, parce qu'elle a des terrains clés dans cette région-là, peut être un acteur de premier plan. Monsieur Cormier, c'est une drôle de journée aujourd'hui parce que c'est une journée de mise à jour économique. Là, on s'attend à 400, 420 milliards de déficit. Là, tout le monde était inquiet. CBR, la semaine passée, qui disait qu'il faudrait peut-être augmenter 2 points de pourcentage de TPS. Là, tout le monde s'est dit, wow, un instant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous, le déficit vous inquiète ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écrivent souvent chaque semaine à la radio qui me disent, là, il y a tellement de déficit, à un moment donné, ça va nous rattraper, ça va être les impôts, ça va être les taxes, ça va être tout ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Écoutez, je pense que faut le prendre par séquence. Là. Est-ce que quand on regarde la crise sanitaire et ensuite économique et financière qu'on a vécue dans la dernière année, est-ce que la réponse des gouvernements à travers des politiques budgétaires, des banques centrales et même des politiques fiscales ont été adéquates? Honnêtement, on a eu un exercice de coordination qui a été quand même assez efficace puis qui a permis à des gens, malgré les chiffres que j'exprimais tantôt, qui a quand même permis à des gens de passer à travers cette situation-là. Fait que je pense que le premier constat, c'est le rôle que les gouvernements ont joué. Là, on arrive à l'étape, effectivement, où là, on est comme entre deux. Et là, on est entre deux dans le sens qu'on pense à la relance. Il y a des déficits, mais en même temps, on a encore un pied dans la deuxième vague, si ce n'est pas les deux pieds. Et c'est encore difficile de voir totalement clair sur la suite. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? La réponse, c'est oui. Là. Je veux dire, on ne peut pas générer, mettons, je veux dire entre 300 et 400 milliards de déficit au fédéral, plus ce qu'on voit au provincial. Moi, ce qui me rend quand même confiant, c'est que le Québec, et le Québec notamment, était une province, rappelez-vous, avant la pandémie, la plus performante en termes de croissance économique avant la pandémie. Regardez les résultats de 2019, les résultats de 2018. Alors, si on peut rapidement revenir à ce niveau d'activité économique, ça pourrait nous donner une certaine marge de manœuvre. Mais est-ce que l'ampleur du déficit actuel va avoir un impact sur notre société sur l'horizon de la prochaine décennie? La réponse est oui. Il y a quand même eu une bonne croissance. Là. Écoutez, au cours du mois d'août, c'est quand même 1,2 % d'augmentation
Quatrième hausse consécutive, après celle de 3,4 en juillet, 7,2, 11,6. Si on se compare, on se console là, très facilement. Il faut dire que notre économie a repris pas mal de vigueur là, depuis le début de la pandémie. Un excellent point. Hein? C'est probablement l'une des premières fois dans l'histoire que la croissance économique, la reprise économique est aussi atypique. Au moment où je vous parle, là, on parle beaucoup, puis c'est des entrepreneurs, vraiment, je leur lève mon chapeau, les entreprises qui ont des défis, là. L'hôtellerie, l'aéronautique, la restauration, le commerce de détail. Et ça, on sait qu'il y a des enjeux. Mais on a, nous, chez Desjardins, puis plein d'entreprises, on a plein d'entreprises qui sont au plein emploi, qui roulent, qui ont un carnet de commandes qui est bien rempli. On est parfois dans le développement durable, on est dans le biomédical, on est dans le pharmaceutique, on est même dans certains secteurs manufacturiers. Alors, il y a des endroits que c'est difficile et il faut les aider, mais il y a des endroits où on voit une reprise économique, on voit une création d'emplois. Et si on est capable de replacer cette main-d'œuvre-là rapidement pour la requalifier, moi, je pense qu'on peut voir à tout le moins un 2021 encore avec des défis, un 2022-2023 avec une relance plus forte. Notamment que le vaccin va être arrivé, là, on l'espère. Les prochaines semaines seront prédéterminantes, très certainement. Oui, tout à fait. Et justement, une question pour M. Sibthorpe. Du côté de transport, là, comment vous vous êtes débrouillé pour être capable de... Parce que là, à un moment donné, c'était pas facile. Là. Comment vous vous êtes débrouillé pour être capable de faire vos livraisons à temps auprès de votre clientèle durant la pandémie? Mais on a notre camion nous-mêmes et on servait juste 200 000 paramètres de chaque usine. On ne doit pas aller trop loin. C'était juste être sûr que nos gens aient des bénéfices et gardent notre culture et tout. Et bien, juste garder. Et on a les backup drivers et tout, c'est tout. C'était vraiment si simple que ça. Ouais. Ah, bon, mais tant mieux, tant mieux. C'était pas trop problématique pour vous. C'est le genre de choses que j'aime entendre parce que je n'ai entendu des histoires d'horreur de transport pendant le temps de la pandémie. C'était épouvantable. Du côté de la relève de la famille DiLillo, là, c'est la petite fille, ben, en fait, les deux petites filles, parce que toi, Maria et ta cousine, êtes embarquées dans l'entreprise familiale. Comment vous entrevoyez l'avenir, vous deux, là? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans le domaine de la construction. Là. C'est une belle chose à voir, ça, c'est sûr. C'est encourageant, c'est inspirant. On est très, très chanceuses que nos pères et nos oncles nous supportent énormément. Ils nous encouragent, ils nous poussent à toujours en apprendre plus, à aller dans des zones d'inconfort parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est sûr que c'est un gros défi, mais on est prêts pour ce défi. Je ne veux pas faire de sexisme ce midi. Je vais vous poser exactement la même question que j'ai posée à Emmanuel Serra il y a à peine 2 semaines. Emmanuel, qui est dans le domaine de la démolition, mais c'est de la construction quand même, là, parce qu'elle prépare les chantiers de construction. Je lui ai dit, comment vous faites pour être dans un monde de gars, et être capable de prendre votre place et d'évoluer de façon tout à fait spectaculaire aussi? Comment on fait? Honnêtement, moi, je trouve que c'est avec la communication. On est honnête, on ne peut pas tout savoir dans la vie, on apprend. Alors, être capable de rentrer dans une pièce et dire « je comprends plus une chose qu'une autre », puis être capable d'être ouvert avec les personnes puis communiquer comme ça, ça crée un environnement de coopération, d'une belle communication. Tout le monde va travailler ensemble, tout le monde va s'aider de cette façon-là. Mais c'est vraiment juste d'être ouvert d'esprit et de toujours vouloir faire mieux et de se pousser, de faire mieux. Je pense qu'en ayant un esprit ouvert, on peut tout faire. On peut vraiment bien avancer et bien travailler avec tout le monde. Très bien. Une question pour Charles qui nous vient, ça nous a été posé à chaque fois, on la pose la question. Le fameux sondage, les résultats de cela, comment on fait pour les obtenir? Est-ce que c'est via la Chambre de commerce de Montréal ou directement à la FCCQ? Habituellement, ce qu'on fait, François, on envoie les résultats à toutes les chambres qui ont participé. Donc, on pourra les envoyer à la Chambre de Montréal, Saint-Laurent, Sud-Ouest et Montréal-Nord aussi. Les gens pourront donc s'adresser à eux pour avoir accès aux données.
Bon, on va en mettre une couche supplémentaire sur les épaules de Michel. Mais d'ailleurs, je me permets de faire du... Lui qui est tellement pas occupé par des temps qui courent. Je me permets de faire du pouce sur l'excellente idée de Michel tout à l'heure là, de relancer l'Est de Montréal par justement plus de projets de transport collectif. Et je voyais que M. Dililo voulait répondre, on a changé de sujet. Est-ce que vous avez un commentaire peut-être là-dessus, M. Dililo? Wow! On a des étoiles incroyables devant nous. On a des projets qui sont à nos portes. On a besoin des approbations des instances gouvernementales pour que ces projets se réalisent, des projets majeurs qui lorgnent vers l'Est de Montréal. Et si on fait l'effort, on peut les avoir chez nous. Et ça peut répondre aussi à la question que M. Michel a parlé. Des fois, il y a des gens qui habitent certains quartiers dans l'Est de l'île de Montréal. J'ai été aussi un peu exposé à la fondation de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Et, le taux de diplomation a augmenté dans l'Est. Ils ont eu plus de diplômes. Ça a enrichi la collectivité, ça a enrichi ce monde dans ce secteur-là. Maintenant, ils habitent Montréal. La meilleure chose, c'est d'avoir des jobs pour qu'ils restent à Montréal. Si on n'a pas les entreprises qui s'implantent à Montréal, ils vont s'implanter à l'extérieur. Et ça va prendre 5 ans, 10 ans, mais les gens vont quitter Montréal pour aller vivre là-bas. Alors, c'est en gardant des entreprises ici, en faisant en sorte que ces entreprises peuvent s'implanter ici, et les gens vont travailler et ils vont vivre dans les limites de cette entreprise-là qui est Montréal. Alors, c'est un point important et majeur. Et si on pense de donner de l'argent pour que les gens, on va les garder à Montréal, ils ne resteront pas. Ils ont besoin d'avoir un emploi, ils ont besoin de gagner une vie, créer une famille, avoir des enfants, une éducation pour que la roue tourne. Mais il faut garder l'économie ici aussi. Il ne faut pas qu'elle s'en aille à l'extérieur, qu'elle traverse la rivière et aille s'implanter ailleurs. Et ça, c'est important, là. Et on a souvent l'impression, Michel Leblanc, que à Montréal, c'est plus difficile qu'ailleurs. On en a parlé au cours des derniers mois, les multiples chantiers, c'est interminable. L'attirance, c'est difficile d'attirer des entreprises, puis c'est difficile de garder les gens à Montréal. On parle beaucoup d'étalement urbain, mais il y a des raisons pour ça, là. Bien, deux, trois choses. D'abord, il faut réaliser que jusqu'à la pandémie, là, il y en avait de l'activité économique sur le territoire, sur l'île, sur le territoire de Montréal et dans le 450. Et chaque fois qu'on va à New York puis qu'on regarde au bord au New Jersey, on voit que ça se développe au New Jersey, mais New York, ça ne faiblit pas. Donc, moi, je suis toujours en train de dire, quand des secteurs au sud ou au nord de Montréal se développent, tant que Montréal se développe bien, bien, c'est ça une dynamique de métropole. Là où on a cette anomalie, puis je reviens là-dessus, c'est l'est de l'île. C'est que depuis des décennies, on se préoccupait d'un affaiblissement du centre-ville. On se préoccupait de l'affaiblissement relatif de Montréal. Ce qu'on s'aperçoit depuis quelques années, c'est que Montréal va très bien. Et là, tout à coup, on a tous ces grands terrains qui sont malheureusement, dans bien des cas, contaminés dans l'est de l'île, peu accessibles, mais au cœur d'actifs stratégiques. Hein. Regardez le réseau de transport avec les autoroutes, regardez le ferroviaire, regardez le port qui est à côté. On peut penser à des entreprises en technologie verte, on peut penser à des nouvelles entreprises qui vont faire en sorte que ce secteur-là va changer, mais il faut aussi se préoccuper de trouver des emplois et ce que M. Dililo disait, des emplois pour les gens du coin là-bas. Et donc, mais il y a quelque chose d'excitant devant nous et c'est pour ça que je rappelle des jardins de ce monde, les grandes institutions financières, je pense, vont devoir se poser la question, comment j'accompagne des investissements dans ces quartiers-là qui vont être quand même un peu risqués. Au début, là, il y a des terrains contaminés puis il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais si on fait bien ça, ça va être très dynamique. Et là, devant nous, puis je reviens à ce que Guy disait tout à l'heure, on a toutes les raisons d'être optimiste. Si on prend les bonnes décisions, dans 2 ans, on va regarder et on va dire « Wow, on a réussi ». Ça va prendre des infrastructures, ça c'est clair. Puis il y a beaucoup de programmes. D'ailleurs, fort probablement cet après-midi, on va confirmer le fameux programme de 99 milliards sur 12 ans là, de la part du gouvernement fédéral. C'est quand même, il y a de l'argent sur la table quelque part. Là. Il s'agit juste de trouver les bons projets et de trouver les bons canaux pour être capable d'aller chercher cet argent-là. Tout à fait, tout à fait. Et il y a l'aéroport à renforcer, il y a le port de Montréal qui se développe sur la rive sud, il y a du transport collectif, il y en a des projets. Alors, c'est pour ça, je pense, là, Guy, puis je pense que c'est un message que Charles peut passer partout au Québec. C'est Montréal, si tout va bien, va être au rendez-vous et avec toutes les régions du Québec, le Québec va bien s'en sortir, j'en suis convaincu. Tout à fait.
Bien, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois à cette réunion que je trouve, moi, c'est ma 8e déjà, là, et je trouve ça tout à fait exceptionnel à chaque fois de voir la qualité des invités que nous avons et également la portée que ça risque d'avoir, ça, ces rencontres-là au niveau économique québécois. Guy Cormier, merci beaucoup. Merci à la famille Dililo, M. Sibthorpe, chanceux que vous ayez profité du soleil un peu à notre place. Charles Milliard, merci beaucoup, également président de la Chambre de commerce. Et la Fédération des chambres de commerce, ou plutôt la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, le mot de la fin à Michel Leblanc. Écoutez, c'est un véritable plaisir de participer à un exercice pan-québécois. J'ai eu quelques discussions avec Guy Cormier. Guy disait, Michel, il faut que tu ailles plus en région. Il faut qu'on se parle plus à la grandeur du Québec. Alors, je remercie Charles d'avoir initié ça avec Guy. Ça me faisait très plaisir aujourd'hui de parler de nos enjeux spécifiques ici. Je dirais, des grandes décisions s'en viennent, des grandes décisions de la part des gouvernements, mais à travers la fédération, à travers ce qui a été amorcé en région, on le sait, la véritable richesse, c'est dans le secteur privé qu'on la crée. Ce sont les entreprises qui prennent des risques, qui investissent. Devant nous, il ne faut pas qu'on rate l'opportunité, puis on va se le dire comme ça, de cette pandémie, pour investir puis accroître notre productivité. Ça vaut pour toutes les entreprises de Montréal, mais partout au Québec. Ça veut dire investir dans nos équipements, la formation de nos employés. Puis ultimement, ça veut dire aussi de continuer à investir en prenant certains risques. Et là, j'attire l'attention sur l'expertise du Mouvement Desjardins et sur tous les autres partenaires. Si on prend des bons risques calculés, on va être très, très, très robuste pour sortir de cette pandémie. Donc, je vous remercie beaucoup du point de vue de Montréal. C'est exceptionnel. Bonne journée à tout le monde. Merci encore, Guy. Merci, Charles, d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. Au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci.